Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le coup d'envoi de l'Euro 2016, eh bien, ce sera dans un an, jour pour jour. Et c'est la France, vous le savez, qui accueillera cette compétition. Alors, les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Les affiches, vous le savez, ne sont pas connues pour le moment, puisque le tirage au sort aura lieu le 12 décembre. Alors, la France est-elle prête? La compétition va-t-elle rapporter de l'argent? Et puis, nous parlerons évidemment sport, les équipes favorites, sans oublier évidemment la nôtre, l'équipe de France. A-t-elle des chances de remporter cet Euro 2016? Voilà les questions que nous poserons à nos invités. À vous, Philippe Diallo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Union des clubs professionnels de football. Sylvain Cissé, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Canal+, et président du club Sport et Démocratie. C'est ça. Avec nous, Romain Mbiong, bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien international camerounais. Bonsoir. Et puis Dominique Courdier, bonsoir. Vous êtes directeur général en charge des contenus de News Tank Football. Voilà. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter Michel Platini, le président de l'UEFA. Il a donné aujourd'hui une conférence de presse pour faire un point sur cet Euro 2016 à un an donc de son coup d'envoi. Michel Platini. Nous sommes prêts, l'État est prêt de recevoir tous les gens qui vont venir et de bien les accueillir et qu'on donne une belle image de la France à tous les gens qui vont venir. Quand Jacques dit qu'il y a 50% des gens qui veulent déjà bloquer des billets et qui viennent de 203 pays du monde, je trouve que c'est quelque chose de formidable. Donc les gens attendent de venir en France et bien qu'on soit à la hauteur de l'événement, ce qu'on n'avait pas trouvé en 1998. Sylvain Cissé, on ne sait pas bien accueillir en France ? Pour certains touristes, oui. Il suffit juste d'écouter les échos de certains touristes qui disent qu'effectivement, dans les brasseries à Paris, on est mal accueillis, que parfois les chauffeurs de taxi font la tête. C'est un problème que nous avons à régler et on va chercher à le régler pour cet Euro puisque nous allons accueillir la planète entière. Hein. Comme l'a dit Michel Platini, ce sont quand même 203 nationalités différentes qui se sont connectées sur le site internet pour déjà s'inscrire, se préinscrire pour les billets. Il faut qu'il y ait un projet, il faut que le peuple français se prépare à accueillir cet événement mondial, qui n'est pas un événement européen, mais mondial. Et pour cela, il faut qu'on se mette à la disposition de tous les supporters et les fans de football qui vont venir durant cette période. Voilà, il faut qu'on fasse preuve d'hospitalité, il faut qu'on soit souriant. Philippe Diallo. Déjà, on s'est organisé parce que la France, à travers cet Euro, marque aussi sa capacité, donc c'est la capacité du foot, mais aussi de toute la nation, d'être capable d'accueillir des grands événements. Donc on l'a déjà fait en 98, on l'avait fait en 84, on va le faire en 2016. Donc la France est un pays qui a les capacités d'accueillir des grandes compétitions. D'ailleurs, ça peut ouvrir des perspectives pour aussi l'autre grande compétition qui est les JO. Et donc, de ce point de vue-là, la façon dont la France du football et puis plus largement les Français vont accueillir l'Euro 2016, c'est aussi un signal qui sera peut-être donné pour la candidature des JO de la France parce que le monde entier va nous regarder, à savoir comment on va accueillir les 2,5 millions de personnes qui sont attendues sur cet Euro et la façon dont nous allons les accueillir en convivialité dans notre nation. Je crois qu'on sait organiser une compétition. Le problème, et Michel Platini l'a évoqué ce matin, c'est qu'en 98, il n'y avait pas eu tellement une fête. En dehors, il y avait eu des matchs, tout s'était très bien passé au niveau organisation, à part des incidents à Lens, mais même les joueurs de l'équipe de France avaient regretté qu'il y ait des gens dans les tribunes qui soient en costume cravate et qui applaudissent poliment comme on applaudit au théâtre. Ils n'avaient pas l'impression que le public participait. Et c'est justement ce que voudrait réussir l'UEFA cette fois-ci et qui avait peut-être été raté en 98. Et Michel Platini le dit, il était assez bien placé puisqu'il était coprésident du comité d'organisation. C'est vrai qu'il y a deux vrais défis. Il y a le premier défi qui est de transformer la société française, qui n'est pas une société de service, en une vraie société de service, et pour les Français, et pour les étrangers qui vont venir pour la compétition. Et le deuxième grand défi, à mon sens, c'est le défi numérique. C'est-à-dire que par rapport à 84 à 98, il va falloir apporter des services, des prestations numériques, des plusieurs écrans, des réservations, etc. Faire tout ça aux normes d'aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai défi qu'on va relever parce qu'on sait normalement relever tous ces défis technologiques. Je n'ai pas trop d'inquiétude en ce qui concerne le défi numérique parce qu'avec les nouveaux stades qui ont été construits et rénovés, on va le relever ce défi. Mais quand vous parlez de 98, il faut bien savoir 98, et si vous vous souvenez de la Coupe du Monde, au début de la Coupe du Monde,
l'effet qu'on a eu à la fin, on ne l'a pas connu. C'est-à-dire que les gens étaient un peu observateurs. On n'avait pas l'habitude d'organiser des grandes compétitions. Si on met ça dans un contexte global, on s'aperçoit de quoi? C'est que depuis maintenant 5 ans, régulièrement, on organise un grand championnat en France. On organise un grand championnat. Alors, ça peut être, par exemple, le basket, l'Euro 2015, là, qui sera organisé en septembre. Il y aura en 2017, là, prochainement, ce sera le handball. On a eu précédemment quelques grands championnats. C'est-à-dire que petit à petit, le projet d'une grande compétition et la France et une population qui s'attend à vivre cet élan, eh bien, on commence à s'y habituer. Et c'est ce que voulait dire Michel Platini. Attention, il y a une grande compétition qui arrive là, chez vous, l'année prochaine, et il faut la saisir dès le début, parce que c'est la planète entière qui va nous regarder, c'est la planète entière qui va nous scruter, et il est important que dès le début, on puisse être dans cette dynamique. C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les deux dimensions que Dominique Courdier soulignait, à moi aussi, sont assez justes. Il y a les stades. Et donc là, c'est l'ambiance, c'est assez festif, assez populaire. C'est pour ça d'ailleurs que le comité d'organisation a souligné que le premier prix d'entrée est à 25 €, ce qui pour une très grande manifestation, justement, permet à tous d'avoir accès au match, et notamment, je pense, aux fans, aux supporters traditionnels du football. Les prix se baisse, pardonnez-moi, sur le prix justement. Le prix, c'est intéressant quand même, parce que c'est une démocratisation aussi du sport, ça permet à des gens qui ont peu de moyens d'y aller. C'est la première fois qu'un prix est aussi bas, 25 € le billet. En tout cas, au fil des années, le prix baisse. En tout cas, c'est un prix très accessible. C'est fait pour que tout le monde puisse avoir accès à tous les fans, et notamment aussi les fans étrangers qui vont venir. Donc ça, c'est vraiment la volonté de marquer un euro populaire, convivial. Et puis après, il y a le reste de la France. Parce qu'en France, il y a en gros 30-40% des Français qui aiment le foot. C'est ceux qui suivent nos clubs toute l'année. Et puis, il y a tous ceux qui aiment un peu moins le foot. Et tout l'enjeu pendant un an, ça va être de faire en sorte que ceux qui ne sont pas forcément passionnés, qui ne suivent pas toutes les équipes, qui ne connaissent pas tous les résultats, eh bien, ils sentent que c'est un événement tellement national, tellement populaire, qu'on puisse les embarquer dans cette aventure qui va s'arrêter le 10 juillet 2016. En revanche, en termes de prix, on va certes accueillir des personnes populaires, du grand public, etc., mais on va aussi accueillir des VIP, des entreprises, etc. Et moi, j'ai été pitché par l'Euro 2016 pour mon entreprise. C'est horriblement cher. Moi, je peux vous le dire. C'est horriblement cher. On vend des packs soit pour l'équipe de France, soit pour une ville, soit pour... Mais c'est horriblement cher. C'est peut-être à faire fuir un certain nombre d'entreprises françaises et étrangères. Là, ce sont les places hospitalité. Donc, des places avec hospitalité, c'est horriblement cher. Je lisais encore ça ce week-end. C'est hors de prix. Et pourtant, ça se vend. Et parce que le marché, il est pour le coup mondial. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur un événement comme ça, en plus avec 24 nations européennes qui vont venir. Parce que maintenant, il y en a 24. Il y en a 24, avant c'était 16, maintenant c'est 24. Toutes les grandes nations du football seront là. Les déplacements sont assez courts, puisque effectivement, la France est un endroit où on peut assez facilement avoir accès. Donc, évidemment que les stades vont être remplis. Après... Alors, cette réaction d'un internaute, marre de payer les stades pour des joueurs surpayés. Bon, voilà, c'est dit. C'est une remarque assez traditionnelle, mais qui mériterait d'être contredite. Bon, on en parlera tout à l'heure. Dominique Courdier, un mot quand même. Est-ce qu'on est prêt là? On est prêt au niveau des infrastructures? On a tout? On est à un an? On est au point là? Tout, à un an, vraiment, Michel Platini l'a dit ce matin, l'UEFA est vraiment tranquille et dort sur ses deux oreilles, puisque la plupart des stades sont terminés ou en voie de l'être. Le dernier qui sera terminé, c'est Lyon, qui est encore en cours de construction, et qui sera inauguré soit en décembre, soit en janvier, qui va pouvoir donc être testé pendant 6 mois avant l'utilisation. Ça n'a rien à voir, par exemple. On les voit les stades là. Rien à voir avec la situation de la Coupe du Monde 2014 où là, la FIFA tremblait jusqu'à la dernière minute en ce qui concerne les stades brésiliens. Il faut savoir en matière de stades justement que depuis la guerre, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait eu que 3 stades de plus de 30 000 personnes qui avaient été construits en France, à savoir la Beaujoire à Nantes, le Parc des Princes et le Stade de France. Là, cet Euro 2016 permet la construction de 4 stades nouveaux à Lille, à Nice, à Bordeaux, il vient d'être inauguré, et puis à Lyon. Donc 4 stades de plus de 30 000, ça va être, on va peut-être en reparler tout à l'heure avec Philippe Diallo notamment, qui est un des responsables de l'UCPF, du syndicat des présidents de clubs, mais c'est un moteur important pour le développement. C'est un investissement aussi pour le foot. Un investissement et pour la 2016 et bien future. au-delà, évidemment. Un stade, c'est une espérance de vie de 30, 40, 50 ans. Il faut d'ailleurs se rappeler que
l'initiative au départ est appartenue à Philippe Seguin. C'est Philippe Seguin qui avait été chargé d'un rapport sur l'état des infrastructures et des stades en France et qui avait noté cette obsolescence du parc d'infrastructures et de stades en France. Et sur la base de son rapport, la candidature de la France à l'Euro 2016 aidant, eh bien c'est ça qui a donné une impulsion historique puisqu'il y a 1,7 milliard qui ont été investis dans ces stades. Et donc, il est bien évident que ce n'est pas simplement pour l'euro, c'est pour les 30, 40, 50 ans à venir que cet investissement a été fait pour mettre la France dans les standards des grandes nations modernes en matière de sport. Et moi, je voudrais qu'on ait quand même quelques motifs de se réjouir. Nous sommes dans un pays qui va mal. Il y a du chômage. La plupart des gens autour de nous sont plutôt désespérés. Et là, ça se passe bien. C'est-à-dire que nous sommes prêts. Un an avant, tout est prêt. En ce qui concerne la billetterie, elle a été lancée aujourd'hui. Le plan des bénévoles va bientôt être lancé. Et il est lancé et ça va se passer sans aucun problème. C'est-à-dire qu'on va démarrer cet euro tranquillement. Et là, on a tout simplement le motif de se réjouir que enfin quelque chose de bien se passe dans notre pays, parce qu'en plus, on va offrir des emplois et que on attend cet euro avec sourire, et ça, c'est vraiment très bien. Non, mais pourquoi enfin il y a plein de choses qui se passent très très bien en France. On se focalise sur certaines qui sont négatives ou qui sont moins bonnes, mais il y a énormément de chefs d'entreprise qui embauchent. Il y a énormément d'entreprises qui sont très innovantes, qui sont des leaders mondiaux, qui vont à l'exportation. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui embauchent sans doute, mais bon, quand on voit les chiffres du chômage, malheureusement, ça ne va pas trop dans ce sens-là. Si oui. Mais bon, pourquoi pas. Romain Biong, justement, est-ce que vous pensez que ça va donner un nouvel élan au football ? Alors, en termes de jeu, quand vous avez la chance d'évoluer dans un stade ultra moderne avec une pelouse ultra moderne, des vestiaires qui sont aux normes actuelles, etc., ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur pour le joueur de pouvoir évoluer devant 50 000 personnes plutôt que devant 20 000. C'est aussi que du bonheur. Donc ça va tirer, en tout cas je l'espère, le championnat de France vers le haut. Encore faut-il qu'il y ait d'autres locomotives que les stades, c'est-à-dire des clubs, des joueurs, etc. Et n'oubliez pas une chance qui est extrêmement importante, c'est-à-dire que nous allons accueillir, nous, la Coupe du Monde féminine en 2019. C'est-à-dire que les filles vont surfer sur cet élan-là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il y a une partie du public qui regarde le football d'assez loin et qui, participant à la fête, va peut-être aller assez régulièrement dans les matchs de Ligue 1 pour voir du football. Et ensuite, avec, je l'espère, nos filles qui remporteront le championnat du monde féminin au Canada, il y aura un élan supplémentaire et tout ceci participe à la fête du football et il faut le voir dans sa globalité, dans sa totalité. C'est pour ça que vous avez évoqué la question de l'emploi. Le football, on vient de le dire, ça va être l'euro normalement, c'est du sourire, c'est de la convivialité, c'est beaucoup de bonheur normalement. Mais ça va être aussi un élément d'emploi et de croissance. C'est-à-dire que quand j'évoquais le 1,7 milliard par exemple d'investissement, ça veut dire que nos grands BTPistes, nos grands groupes de bâtiments ont eu des marchés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de villes qui vont profiter de cet euro. Et donc, il y a aussi une dimension économique, une dimension de participation, de contribution à la croissance et à l'emploi en France. Jacques Lambert a donné quelques chiffres. Jacques Lambert, qui est le président de la société organisatrice, donc Euro 2016 SAS, a donné quelques chiffres ce matin qui étaient intéressant lors de cette conférence de presse d'un an à un an du coup d'envoi. Il disait par exemple qu'il y a près de 4000 personnes qui travaillent sur un stade un soir de match, qu'il y aura entre 80 et 100 000 personnes qui en tout travailleront lors de l'Euro 2016. Donc au niveau de l'emploi, ce n'est qu'une goutte d'eau évidemment dans la situation nationale. Ouais. Alors les coûts, c'est 1,6 milliard, enfin 1,6 milliard millions. C'est peut-être plus juste de dire ça, ça ne veut rien dire, c'est ce que je viens de dire. 1,6 milliard d'euros, c'est ce que va coûter cet euro. Alors l'UEFA, ça va lui rapporter quand même pas mal d'argent, ça va générer pas mal d'argent. Moi, j'ai une question quand même à vous poser. Comment se fait-il que l'UEFA va être exonérée de taxes fiscales ? Oui, quand même pour les recettes budgétaires. Pourquoi est-ce qu'on a fait, nous, la France, alors qu'on a quand même des problèmes ? C'est le monde. Ce sont toutes les grandes compétitions. On fait un cadeau fiscal. Non, ce sont toutes les grandes compétitions. Aujourd'hui, vous prenez le football ou les Jeux Olympiques, ils sont dans une telle puissance que quand ils font un appel à projet, ils disent effectivement, ils imposent quelques critères. Et si on veut voir la compétition, il faut qu'on fasse quelques cadeaux. Alors on fait un cadeau fiscal, mais en fait c'est un cadeau, c'est du donnant-donnant. On vous fait un cadeau fiscal. On va récupérer quelque chose. Et n'oublions pas que nous sommes en co-organisation, c'est-à-dire que l'UEFA n'a qu'une partie de l'organisation et l'autre partie c'est une société à part. Non, c'est l'UEFA. Clairement, c'est l'UEFA qui organise l'euro en France. Elle organise l'euro en France, mais sauf qu'il y a deux sociétés.
y a une co-organisation de deux sociétés. Donc il y a une société qui va certes être exonérée, mais l'autre ne le sera pas. Et je crois que c'est un marché, d'une part, parce que effectivement, il y a une incitation fiscale, on peut dire, faite par la France pour avoir ce euro, mais en même temps, il y a une vraie réflexion. La réflexion, c'est que c'était aussi un des éléments, comme je le disais, de déclenchement de l'investissement. Et puis, l'État va s'y retrouver. Parce que tous ces touristes, tous ces fans qui vont venir en France, qui vont aller dans des hôtels, qui vont aller dans des restaurants, qui vont consommer, eh ben, l'État va retrouver de la TVA. Et ce qu'il a consenti en exonération de TVA à l'UEFA, je pense qu'il va non seulement récupérer, mais qu'il va récupérer même plus. Je crois que c'est le pari qu'il fait en tout cas. On était en compétition avec l'Italie, c'est ça notamment, et la Turquie. Est-ce qu'on aurait fait le... Ils proposaient le même cadeau fiscal, ces deux pays, ou c'est dans l'appel d'offres. C'est dans l'appel d'offres. Ça fait partie de l'appel d'offres. Pour toutes les grandes compétitions, maintenant, c'est la norme. C'est la loi de l'offre et de la demande. Vous savez, l'Italie, qui a été un de nos concurrents sérieux pour cet Euro 2016 et qui ne l'a pas eu, ils en sont très malheureux. Parce que l'Italie, aujourd'hui, a un parc de stades complètement obsolète. Ils ont perdu 30 à 40% de leurs spectateurs. Et aujourd'hui, l'Italie s'interroge pour savoir comment, justement, redonner un souffle au football italien. On vient de dépasser l'Italie en termes de spectateurs par match. On est à 22 000 là, pour la saison qui vient de s'achever, 2014-2015. Et l'Italie est à 21 000. On vient de la doubler. C'est quand même historique. Et si on devait valoriser toutes les images qui seront diffusées à travers le monde pendant ce mois de compétition, ça va représenter énormément en termes de chiffres. En allant plus loin, c'est le nombre de touristes potentiels qui peuvent être attirés par la France, parce que pendant un mois, c'est pas que la France du football que l'on va voir. C'est la France du vin, c'est la France du tourisme, c'est la France, effectivement, c'est toute la France dans sa globalité. Ça, c'est extrêmement intéressant qu'on la voit à travers le monde. Un des gros enjeux, justement, au niveau de l'organisation, c'est non seulement de faire de cet euro une fête qui dépasse largement les 51 matchs qui vont avoir lieu entre le 10 juin et le 10 juillet, c'est aussi de retenir tous les touristes qui vont venir. Ils évaluent environ 1 million de personnes d'étrangers qui vont venir en France, c'est de les retenir. Au niveau de la billetterie qui démarre aujourd'hui, par exemple, ont été mis en place des systèmes assez intelligents où on propose aux touristes d'acheter 2 matchs avant et après un week-end, ce qui permet aux touristes en question de rester dans la ville, de visiter la ville et de faire profiter un peu l'économie française justement de cet euro. Allez, on va faire une petite pause, mais avant cela, je voudrais quand même qu'on regarde la mascotte de cet euro 2016. Il s'appelle Super Victor. Voilà. Bon, vous en pensez quoi de cette mascotte ? Moi, je trouve qu'elle est pour une fois réussie. Le nom, j'aurais préféré un nom un peu plus international que Super Victor, qui sera peut-être difficile à prononcer. Il faut savoir à qui elle est destinée. Mais voilà, elle est destinée aux enfants de moins de 10 ans. Donc, il faut interroger les enfants de moins de 10 ans. Moi, je suis plutôt mascotte, moi, vous savez. Voilà. Mais on a la réponse. On a eu des anciennes mascottes, on peut se souvenir de Footix, pour ceux qui avaient laissé des souvenirs un petit peu moins glorieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Un joli petit coq. Voilà, c'est devenu un nom commun. Il n'est pas utilisé dans un sens très positif, je crois. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et puis on se retrouve pour la seconde partie consacrée donc à cet Euro 2016. Et puis là, on va quand même parler un peu de FIFA, parce qu'on ne peut pas ne pas parler un peu de FIFA, Philippe Diallo. Vous êtes d'accord, je le sentais. Même si Michel Platini a dit circuler, il n'y a rien à voir, nous, on va quand même en parler. Et puis on va parler après sport, les favoris. Est-ce que nous, équipe de France, est-ce qu'on a des chances de gagner ? Voilà, ça c'est pour le programme de la seconde partie, mais avant cela, le rappel des titres.